Au début de mon enquête, je me suis donc penché sur les mouvements suprémacistes noirs, les mouvements panafricains, et j'ai rapidement compris que ces mouvements n'étaient que les conséquences d'une cause beaucoup plus profonde, une idéologie absurde et dangereuse qu'on appelle l'afrocentrisme. Très longtemps, les historiens occidentaux ont vu l'Europe comme le centre du monde, et ils ont jugé le reste du monde selon leurs propres valeurs. C'est ça, l'eurocentrisme. Et aujourd'hui, on reconnaît sans problème que l'eurocentrisme était une erreur, que ce soit scientifiquement ou moralement. Mais c'était pas forcément un phénomène conscient. D'ailleurs, on a mis super longtemps à mettre un mot sur ce phénomène. Pourtant, dans les années 80, certains historiens vont choisir de s'y vautrer allègrement dans ce biais ethnocentrique. Et ces historiens-là, ils ne sont pas à la recherche de la vérité, mais bien d'une vengeance. Et le courant auquel ils appartiennent, il s'appelle, vous l'aurez deviné, l'afrocentrisme. L'idée, c'était, les Européens ont écrit l'histoire de l'Afrique avec des biais, nous voulons réécrire cette histoire nous-mêmes du point de vue africain. Mais surtout, les Européens se sont crus supérieurs grâce à ce biais ethnocentrique, nous voulons la même chose. Bref, dès le départ, l'afrocentrisme, c'était une énorme connerie. Et donc, sans aucune surprise, si l'eurocentrisme a mené au suprémacisme blanc, l'afrocentrisme, lui, mène au suprémacisme noir. Même cause, même conséquence. Pourtant, beaucoup continuent à défendre cette démarche en disant que le but, c'est justement de rééquilibrer la balance, de réparer les erreurs de l'eurocentrisme, comme si on allait réparer une erreur avec une autre erreur. Mais surtout, quand on fouille un peu, on se rend compte que la base de la pensée afrocentriste, ça consiste en gros à considérer que les Européens ont systématiquement manipulé l'histoire en effaçant toutes les contributions des Noirs. Et cette paranoïa, elle est vraiment à la base de tout ce qu'on va voir dans cet iceberg. Parce que, qu'on soit bien clair, le but de l'afrocentrisme, c'est d'instrumentaliser l'histoire à des fins politiques et identitaires. D'ailleurs, tous les historiens qui se disent afrocentristes sont des militants politiques. Ils ne font pas de l'histoire, mais de la propagande. Et les thèses de ces pseudo-historiens, elles se sont massivement diffusées dans un mouvement qu'on appelle le panafricanisme. Le truc, c'est que de nombreux militants panafricains, plutôt que d'affronter certaines réalités comme le tribalisme et les tensions ethniques, vont préférer tout miser sur la dénonciation d'un ennemi commun, l'Occident. Ou pour le dire de manière plus claire, l'homme blanc. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une personne qui pense encore que le monde blanc a quelques leçons à donner à qui que ce soit. Et c'est d'autant plus énervant quand on voit dans ses commentaires des noirs bien pensants aussi stupides que les maîtres dont ils lèchent les bottes et boivent les crachats. Si on analyse des personnes comme Modin, ses amis et ses abonnés, que l'on a vu déverser leur mépris en commentaire, pour ne citer que ce mot-là, c'est le plus doux qui me vienne, sans retenue ni aucun contrôle de la part du modérateur, on réalise simplement que s'ils pouvaient encore, nous serions dans exactement la même situation qu'au XVIIe siècle. Ils n'ont rien retenu de l'histoire, ils n'ont aucun remords, aucune culpabilité. Et tout ce qui les préoccupe, c'est leur nombril. Incapables de se remettre en question. Et ils sont toujours en train de nier ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait et leur entière responsabilité. Que ce n'était pas de leur faute. Ils ont fait ça par erreur. Il y a un certain nombre de personnes conscientes qui ont suggéré en commentaire de la vidéo de ce Modin que ça aurait été intéressant qu'il nous parle de l'eurocentrisme, de cette dérive. C'est-à-dire qu'il balaie d'abord devant sa porte avant de parler des autres. Il me semble que la montée de l'extrême droite dans toute l'Europe a de quoi faire un bon discours, un terrible iceberg. Ça aurait été beaucoup plus tranchant même d'ailleurs, avec les exemples massivement soutenus contemporains. Et en plus, c'est financé par des milliardaires du même bord. Je rajoute à ça, à ceux qui ont mis les commentaires que Modin devait aussi parler de l'eurocentrisme, que moi j'attendais qu'il fasse un iceberg sur le sionisme et directement suivi d'un iceberg sur l'arabocentrisme. Là, il aurait eu la légitimité de venir demander des renseignements sur l'afrocentrisme. Parce qu'en demandant des renseignements, il allait rapidement découvrir que ça n'existe pas chez nous. Parce que figurez-vous que l'afrocentrisme, phénomène qu'il attribue aux Noirs, est un terme inventé par Madame Mary Leskowitz. C'est une sociologue américaine d'origine européenne qui n'est ni égyptologue, ni archéologue, ni scientifique ou historienne, mais qui a quand même osé théoriser des bêtises et nous l'attribuer. C'est dans son ouvrage tristement célèbre intitulé « Ça ne vient pas de l'Afrique. Comment l'afrocentrisme est devenu une excuse pour enseigner un mythe à la place de l'histoire ».
Elle fait ce livre particulièrement pour attaquer toute la prise de conscience qui se fait en ce moment au sujet de toute l'histoire des Noirs qui a été cachée pendant des siècles. Elle a fait ce livre pour attaquer la notion d'afrocentricité du professeur Molefi qui était à Santé et semer la confusion. Dans son livre, Marie Lefkowitz décrit l'afrocentrisme comme un racisme à rebours, c'est-à-dire un racisme des Noirs vis-à-vis des Blancs en réponse au racisme que les Africains subissent des Européens. Pure théorie raciale européenne. Au moins, elle reconnaît ce qu'ils font. Elle reconnaît qu'ils sont racistes. Elle prétend que l'Afrique n'a pas d'histoire et que l'afrocentrisme est donc un courant raciste inventé par des Noirs. Car, frustrés de n'avoir jamais eu d'histoire, ils se sont inventés eux-mêmes une prétendue histoire sans preuve, sans recherche et sans fondement. Donc, une histoire basée sur des mythes. Une histoire basée sur des légendes et des faits qui n'ont jamais eu lieu pour se donner de la consistance et se valoriser aux yeux des Blancs. Donc nous on fait ça pour se valoriser aux yeux des Blancs qui ont tout créé bien évidemment ainsi qu'aux yeux des autres peuples du monde. Mais jamais de nous-mêmes. Donc nous on se définit forcément par rapport aux autres. Comme on dit souvent. Ils savent si bien se décrire en pointant du doigt les autres. Parce que ce qu'elle a décrit dans son livre-là, ce n'est que la civilisation européenne et rien de plus. En tout cas, on a compris le message. On sait désormais qui n'a pas d'histoire et qui cherche constamment à s'en inventer une, jusqu'à détruire l'histoire des autres par frustration. C'est noté. Vous comprenez de par cette explication que ce Modin s'inscrit exactement dans la même lancée, lui et ses abonnés. Réalisez une chose, cette Marie, comme ce Modin, se pense légitime d'expliquer à ceux qui subissent toute la violence du monde comment est-ce que nous devons réagir, comment est-ce qu'on doit penser, comment est-ce qu'on doit se comporter malgré la violence qu'on reçoit. Toujours dans cette idée, même inconsciente, même innocente parfois, qu'ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nous, n'ayant jamais rien produit de positif pour nous et surtout nous ayant toujours fait du mal. C'est stupide, mais ils en sont convaincus. Vous ne trouvez pas ça étrange? Vous ne voyez pas la manipulation? Surtout quand on parle d'un peuple qui ne veut pas qu'on lui dicte ses actes, mais qui se permet de nous expliquer comment est-ce qu'on doit réagir face à la violence. Le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de penser. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque en tout cas en Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Ça c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que en gros tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Tu vois, j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaires. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça? Personne n'a le droit de te dicter la façon dont tu réagis quand on te traite mal. Je répète, personne n'a le droit de te dicter ou même de juger la manière dont tu réagis quand on te traite mal. Les gens aiment trop te faire du mal et sont choqués quand tu réagis à leurs mauvaises actions. La vraie manipulation, c'est quand on te fait croire que ta réaction est un problème. Certaines personnes te poussent à bout et ensuite, elles te reprochent ta réaction. Elles ne prennent jamais le temps d'examiner leur propre comportement. Elles préfèrent rejeter la faute sur toi. C'est une façon subtile de te faire douter, de te faire croire que c'est en toi qu'il y a un problème. Dans leur tête, ce qui est bien pour eux est bien pour nous. Donc, si c'est bien pour eux que nous soyons dociles, ce que c'est bien pour nous que nous soyons soumis et dociles. Vous réalisez jusqu'où ça va? Qui leur a dit qu'ils avaient des leçons à nous donner? Mais ça sort même d'où? On reviendra dessus. Parce que c'est un concept qui s'appelle littéralement le contrat racial. Deux choses importantes à intégrer avant qu'on ne mette les pieds dans la boue. Première chose, l'afrocentrisme, on ne connaît pas. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ça ne vient pas de nous. D'aucun noir d'ailleurs. Ça vient des mêmes gens qui veulent pervertir nos idées et qui pervertissent nos idées constamment. Ce qui existe par contre, c'est l'afrocentricité et donc être afrocentrique. Il n'est pas question d'être afrocentriste, mais bien afrocentrique. Les mots ont un sens, sinon on ne les aurait pas utilisés.
On a plein d'exemples de ce genre de mots en français. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Historique versus histoire, par exemple. L'histoire, c'est le récit ou l'étude des événements passés. L'historique, c'est un adjectif qui qualifie quelque chose d'important dans l'histoire, hein, ou alors qui appartient à l'histoire. On peut aussi avoir classicisme ou classique. Classicisme, c'est un courant artistique, littéraire spécifique avec des règles strictes. Classique, c'est quelque chose de reconnu, de durable. C'est quelque chose de traditionnel. Voilà. Il y en a plein comme ça. On peut faire des parallèles. Donc, ce n'est pas parce que deux expressions se ressemblent que ça veut dire que c'est la même chose. L'afrocentricité, développée cette fois-ci par Mole Fikete Asante, est une démarche qui invite les Africains et les Afro-descendants dans l'ensemble à se réapproprier leur histoire, leurs valeurs, leur héritage culturel, afin de se percevoir comme le sujet de leur propre existence. Être afrocentrique, c'est analyser le monde à partir d'une perspective africaine. C'est s'aimer, s'apprécier, c'est s'assumer et puiser dans nos racines, dans notre histoire, pour pouvoir apporter des solutions aux défis actuels et futurs. Ce courant est une renaissance identitaire interne à notre peuple. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de mettre sa bouche là-dedans. Car ce mouvement vise à libérer les consciences de l'aliénation occidentale et orientale. Et ça vise à replacer l'Afrique, les Africains, sa diaspora, comme acteur de son destin et contributeur à l'humanité. Et en tant que tel, on n'a pas à rassurer un certain groupe d'individus dans leur confort mental et dans leur paranoïa. Ça me rappelle quand Malcolm X se faisait harceler par un journaliste pour savoir s'il va attaquer les Blancs. Could we press for a very simple answer to one question? Do you hate all white people? I don't think it's a fair question. After kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise that could be bought and sold at will, and then 100 years since the Emancipation Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes, do they hate them? Okay. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire votre paranoïa, vous savez pourquoi. Et nous, notre travail, ce n'est pas de vous soulager, hein. Ce n'est pas de vous rassurer. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'on se bat, pour vous rassurer dans votre confort. Et là, on arrive maintenant à la seconde chose. Le deuxième point, la plus grande peur du colon, c'est de voir le dominé se réveiller. Au fond de lui, le colon, c'est que sa domination repose sur la violence, sur le vol et l'humiliation. C'est comme ça qu'il vit dans une crainte constante que celui qu'il écrase aujourd'hui se lève demain pour lui faire subir exactement la même chose. Il redoute aussi de perdre ses privilèges, les terres, les richesses, le statut social, le respect forcé, le fait de pouvoir se déplacer partout et j'en passe. Tout cela ne tient que parce que l'autre est soumis. Si cette soumission disparaît, il n'est qu'un homme ordinaire, sans pouvoir et misérable. Sociologiquement, le colon a aussi peur du nombre, il en est terrifié. Puisqu'il est toujours minoritaire, entouré de populations qu'il ne pourra pas dominer éternellement. Et donc, il craint ce moment où cette majorité va prendre conscience de sa force, de sa mémoire et de sa légitimité. Enfin, il a peur de l'histoire. Il a peur d'être jugé comme ce qu'il est, un criminel, un voleur et un oppresseur. C'est une hantise qui explique pourquoi est-ce que les anciennes puissances coloniales, leur peuple, dépensent tant d'énergie et tant d'argent à réécrire les manuels scolaires, à réécrire l'histoire dans les musées et dans les récits officiels. La plus grande peur du colon, c'est la justice historique. Que le dominé, individuellement ou collectivement, brise ses chaînes et renverse l'ordre imposé. Vous devez toujours garder ce fait en tête quand vous écoutez des personnes comme Modin parler. Ils sont pleins, hein, ils sont versés là sur Internet. Quand eux, ils parlent de leur suprématie, ça va, ça ne pose pas de problème. Ils ne font pas un iceberg dessus. Non, c'est pas nécessaire. Quand nous, on revendique nos droits, notre histoire, le respect, non, tout d'un coup, il y a des icebergs qui sortent. Comme par hasard, comme par magie, comme ça, si spontanément. C'est un réflexe. Il ne parle pas de justice. Parce que s'il parlait de justice, il aurait soulevé, et il aurait constamment soulevé des icebergs sur les infinies injustices que nous subissons chaque jour. Il parle uniquement quand leur domination et leur confort sont menacés. On a aussi vu ça par exemple avec des religions. C'est quand les Africains ont commencé à sortir en masse de l'islam, quand vous avez vu des vidéos de ces gens dire que nous sommes frères. Quand nous sommes torturés et méprisés, même chez eux, même pratiquant leur religion,
Ils n'ouvrent pas leur bouche, ils ne disent rien, pas un mot, et c'est normal. Chacun pense à soi. Et c'est à nous de prendre conscience d'à quel point ce monde est hostile. Chacun pense à soi. Donc, nous devons penser à nous. Je ne vais pas faire en sorte de prendre argument par argument qu'il a donné pour les débunker un par un, non. Petite précision importante, il y aura une autre vidéo qui va exclusivement débunker les arguments de ce Modin-là. Une sorte de partie 2, où je vais me concentrer uniquement sur ces arguments et tout ce qu'il y a de faux à l'intérieur. Ce ne sera même pas très difficile, il n'avait aucun argument pertinent. Il faisait juste en sorte de cracher son ignorance. La partie la plus difficile, c'est d'avoir à l'écouter. Je vais en fait développer le sujet en 3 grandes parties, c'est-à-dire le contrat racial. Et ça va vous expliquer comment est-ce que ces gars vivent dans une bulle, vivent dans un confort constant, confort permanent, au point où ils pensent avoir la légitimité de se prononcer sur des questions qui ne les concernent pas, de se penser le centre et le nombril du monde. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme Modin qui se permettent de sortir de telles choses. Mais seulement chez nous, bien évidemment. Après, on va parler du fameux sentiment anti-Occident, qui ne les concerne pas, mais bon, ils veulent se victimiser. Et enfin, on va parler de l'hypocrisie derrière cette vidéo et derrière ces arguments en règle générale. Petit disclaimer, la partie 2 sur l'anti-Occident, je vais faire intervenir un invité qui prendra un plaisir à casser en fait leur manie de se penser le centre du monde. On commence donc avec le contrat racial. Le truc, c'est que dans la tête des afrocentristes les plus radicaux, quand un historien blanc débunk les conneries de Maître Gims, ça fait toujours partie du complot. Les historiens connaissent la vérité, mais ils se sont mis d'accord pour la dissimuler. Une vérité qui implique la supériorité du peuple noir. Mais Maître Gims est loin d'être le seul à propager des thèses afrocentristes. Beaucoup de rappeurs américains propagent des théories afrocentristes. En fait, c'est même un sujet d'étude assez récurrent chez les universitaires noirs américains, comme dans cet article de 2002, les manifestations de l'afrocentricité dans la musique rap. Ah oui, d'ailleurs, certains essayent de dire qu'il y aurait une énorme différence entre les termes afrocentricité et afrocentrisme. En réalité, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la pratique, les 2 termes sont utilisés de manière interchangeable. L'idée, dans les 2 cas, c'est de mettre l'Afrique au centre de tout. Le magazine Hot New Hip Hop, dans le cadre du Black History Month aux USA, a même fait un top 10 des albums les plus afrocentriques. C'est vous dire si la chose est assumée et revendiquée. Et en France aussi, vu que les rappeurs copient les textes, les attitudes et même le style des rappeurs américains, comme si les États-Unis et la France avaient la même histoire. Et donc beaucoup de rappeurs s'inventent des ancêtres esclaves et jouent beaucoup la carte de la haine de l'Occident. Le projet 1619. Un projet initié par le New York Times qui cherche à déformer l'histoire américaine, faisant de l'esclavage l'origine des États-Unis d'Amérique, en minimisant totalement tous les autres éléments de l'histoire américaine. Alors évidemment, ces interprétations ont été totalement contestées par les experts, parce que c'est une vision sans nuance et extrêmement réductrice. Bref, c'est un pur travail de propagande, mais qui a quand même eu un impact énorme et qui est toujours utilisé comme une référence par de nombreux militants. Mais surtout, si j'en parle, c'est pour que vous compreniez bien une chose. L'idéologie afrocentriste ne vient pas que de militants noirs. Elle est aussi très largement portée par les différentes gauches et extrêmes gauches occidentales. Et d'ailleurs, une des manifestations les plus évidentes de ça, c'est le blackwashing. Une pratique qui consiste à modifier l'ethnie d'un personnage, en général en remplaçant les personnages blancs par des noirs, dans le but avoué de promouvoir l'inclusion et la diversité, quitte à parfois dénaturer, trahir, voire créer des incohérences avec l'œuvre originale. Ça peut être des personnages de mythe ou de fiction, comme dans La Petite Sirène de Disney, Achille dans la série Netflix sur 3, un chevalier de la table ronde remplacé par un acteur noir dans la série Legend of the Sword, ou encore des 3 mousquetaires dans Toutes pour une, un film subventionné à hauteur de plusieurs millions d'euros qui a fait un bid monumental. Mais le blackwashing concerne aussi des figures historiques comme Anne Boleyn dans la série Netflix du même nom, Cléopâtre, jouée par Jada Pinkett Smith, ou encore Éléanore d'Aquitaine, Black Studies. Né dans les années 1960, dans le contexte des mouvements pour les droits civiques, c'est un champ universitaire qui se concentre sur l'histoire, la culture et les contributions des Noirs dans l'histoire. Le but de ces studies est officiellement de promouvoir la justice sociale et valoriser la voix des personnes noires. Et encore une fois, on peut se poser la question ici de savoir si la démarche est scientifique ou politique. Alors, juste une précision ici, les Black Studies ne sont pas forcément afrocentristes, mais ça reste un des lieux privilégiés
privilégiés pour la diffusion de ces théories, comme on le verra plus loin dans cet iceberg. Science Must Fall. L'extrait que je vais vous passer, vous l'avez forcément déjà vu. C'est un extrait qui a 8 ans et qui vient de la chaîne YouTube d'une université d'Afrique du Sud. Et pour beaucoup, ça a été un énorme choc. Science as a whole is a product of Western modernity and the whole thing should be scratched off, especially in Africa. So if you want practical solutions to how to decolonize science, we'd have to restart science from, I don't know, an African perspective, from our perspective of how we've experienced science. For instance, I had a place where for all the science people is, there's a place in KZN, in Mkabialingana, and they believe that through the magic, the black magic, you are able to send a lightning to strike someone. So can you explain that scientifically? Because it is something that happens Cet extrait-là, c'est la représentation même des dérives de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme part toujours de la même paranoïa. Si les Blancs l'ont inventé, il ne faut pas faire confiance. Le contrat racial, ce n'est pas un papier que l'on signe, que tous ont signé. C'est une manière d'expliquer comment est-ce que les sociétés blanches occidentales ont organisé leurs lois, leurs institutions et leurs comportements pour pouvoir favoriser les Blancs au détriment des autres, et souvent les Noirs. En gros, il y a des règles, implicites ou explicites, donc clairement dit ou alors un peu cachées, qui leur donnent des avantages et désavantagent les autres. Celui qui a clairement mis les mots dessus, c'est un sociologue noir nommé Charles W. Mills. Et il dit que historiquement, la société n'est pas neutre. Les lois, la politique, l'économie ont été pensées pour que les Blancs restent au sommet. Là, je ne suis pas simplement en train de dire non, c'était avant. Ce n'est pas une histoire. C'est aujourd'hui. On le voit dans la vie quotidienne, dans l'emploi, la recherche de logement. Lorsqu'un CV a un nom à consonance africaine, il reçoit beaucoup moins de réponses. Alors qu'un CV avec un nom blanc, vous savez, sur les réseaux sociaux, la plupart des marques choisissent des influenceurs blancs pour leur campagne. Même s'il y a des influenceurs noirs qui ont plus d'engagement, qui font plus de chiffres et j'en passe. Dans les médias, la publicité, les acteurs et les mannequins noirs restent souvent cantonnés à un certain type de rôle, à un style prédéfini. Tandis que les blancs peuvent tout incarner. Même les étrangers, ça ne dérange personne. Mais bizarrement, regardez les ulcères poussés sur leur visage quand un noir ou quelqu'un d'autre incarne un personnage blanc. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est un système implicite qui favorise certains profils et marginalise d'autres, selon ici la couleur de peau. En résumé, la race structure encore aujourd'hui la société. Et le contrat racial montre que les règles ne sont jamais neutres. Elle protège certains et opprime d'autres, et souvent de manière invisible. La psychologie s'intéresse à ce que ce système de fonctionnement crée dans la tête des gens. Pour ceux qui dominent, le contrat racial peut créer un sentiment de légitimité. Ils se disent, c'est normal que nous soyons privilégiés, c'est normal que nous dominions, c'est normal que nous donnions un avis sur votre situation. C'est normal que nous n'ayons pas besoin de fournir autant d'efforts que vous. C'est normal que nous puissions entrer dans votre pays quand on veut, mais que vous ne puissiez pas entrer chez nous quand vous voulez. C'est normal. Donc, ils ont un sentiment de légitimité constant. Par contre, pour ceux qui subissent ça, ça crée de la méfiance, de la colère, de la frustration et parfois un stress chronique lié à l'injustice constante. Chaque jour, une nouvelle injustice. On parle de racisme systémique. Ce n'est pas juste une question de haine individuelle, mais de structure sociale qui reproduit les inégalités. Le contrat racial dit simplement que la race structure la société. Les règles sont faites pour ne protéger que certains. Les règles ne sont pas juste pour tous. C'est un concept très puissant parce qu'il montre que le racisme n'est pas seulement individuel, il est aussi institutionnel et collectif. Quand ils parlent de racisme anti-blanc par exemple, ils en parlent toujours en étant dans leur position de privilégiés, ayant la confiance de se plaindre parce qu'on décide de travailler ensemble pour avancer, pour des projets et j'en passe. Parce qu'on décide de marcher ensemble, étant donné qu'à chaque fois qu'on marche avec eux, on reçoit humiliation sur humiliation. Une fois que ça est bien défini, j'ai essayé d'être le plus simple possible, on a l'épistémologie. En gros, c'est la science qui étudie notre manière de penser et notre manière d'apprendre. C'est le cadre invisible qui décide ce que l'on considère comme vrai et ce que l'on considère comme faux. Mais ce cadre-là, cette épistémologie-là, peut changer avec le temps. En Occident, depuis Descartes et la Renaissance,
C'est l'individualisme qui domine. Chacun pense par lui-même, cherche sa propre vérité. Sauf que ce modèle laisse de côté beaucoup d'analyses collectives et critiques. C'est là qu'intervient Charles Wade Mills. D'ailleurs, il est afro-caribéen, j'ai oublié de le noter tout à l'heure. Dans son livre Le contrat racial, il explique que le fameux contrat social des Lumières, donc de fin 1600 à fin 1800, n'était ni neutre ni égalitaire. En réalité, il reposait sur une idée cachée, une société construite sur la suprématie blanche. Autrement dit, les droits et l'égalité concernent surtout les Blancs, pendant que les autres étaient exclus et dominés, et même esclavagisés. La suprématie blanche, ce n'est pas juste le Ku Klux Klan, ou alors d'autres extrêmes, les nazis et j'en passe. C'est un système politique et social qui donne privilèges et avantages à ceux qui sont considérés comme blancs. Et ce truc-là est une construction sociale. Ce système se maintient grâce à son invisibilité. Beaucoup de gens vivent dedans, sans même s'en rendre compte. C'est probablement le cas de ce Modin. Il ne s'en rend pas compte. Et c'est certainement le cas de ses abonnés. Mills parle aussi d'un concept clé. C'est l'ignorance blanche. C'est une ignorance volontaire, militante. Un peu comme ce Modin fait. Vous voyez comme il est très militant, non? Qui fait semblant d'être du savoir. Parce que tout ce qu'il raconte, ce sont des bêtises. Elle consiste simplement à nier ou alors à ignorer les injustices raciales, tout en se présentant comme objective. Dans leur réflexion. En gros, c'est faire semblant de ne pas voir le problème, même quand le problème est sous vos yeux. Pourquoi c'est maintenant particulièrement difficile de changer l'épistémologie dominante? Changer la manière dont on pense le savoir, c'est-à-dire la manière dont on a conceptualisé le fait de réfléchir. Ce n'est pas simple, parce que dans la tête de beaucoup de chercheurs et de beaucoup de citoyens, la société est encore vue comme le résultat de simples actes individuels à la manière de Descartes, c'est-à-dire un homme seul, blanc, propriétaire qui pense. Ce n'est pas le cas. Tout ce qui contredit ce cadre-là de leur contrat racial, tout ce qui met en avant des forces collectives ou des dominations structurelles est discrédité. Complètement, hein? Ils ne gèrent pas ça. Quand on leur dit « le système est raciste », ils disent « non, c'est faux ». Et c'est pour ça que vous les entendez souvent dire « nous ne sommes pas tous pareils, je ne suis pas comme ça » ou encore « il y a des gens bien parmi nous » ou encore « moi, je connais quelqu'un qui se comporte bien ». Tout ce que je viens de prendre en exemple là, ça entre dans cette logique qu'ils ont tous de croire que c'est chacun d'eux individuellement qui décide. Là, vraiment terrible. Comprenons très bien ce que j'explique. Leur ignorance blanche là, ce n'est pas juste le fait de ne pas savoir, c'est croire à des choses fausses. Refuser de voir la vérité et entretenir activement les erreurs. Surtout dans le groupe des caucasiens, qui a conduit à des pratiques sociales pour pouvoir maintenir leur aveuglement. D'ailleurs, une manière pour eux de refuser cette vérité, c'est en nous disant quoi? Nous ne sommes pas tous pareils, ou encore... il y a des gens bien parmi nous, ou encore, moi je connais quelqu'un qui se comporte bien, ou encore, moi je ne ferai jamais ça. Et ils le disent pourquoi? Pour pouvoir étouffer notre discours, pour pouvoir rester confortable. Parce qu'ils préfèrent se dire que voilà, c'est vraiment des gens minoritaires, coincés dans leur coin, qui commettent ces actes. Alors que tous, socialement, ils contribuent, ils participent. Quand on va leur parler d'injustice, ils vont réduire ça à de simples accidents à corriger, comme le policier qui a frappé et craché sur un jeune homme noir. Un policier gifle un jeune homme et lui crache dessus à Saint-Denis. L'IGPN a été saisi. L'homme n'a finalement pas été interpellé et les forces de l'ordre sont reparties. Ils ont bien filmé. Filmé par un résident depuis sa fenêtre, ces images circulent depuis ce vendredi sur les réseaux sociaux après leur publication par le député LFI Ali Diouara. Il dénonce des atteintes humiliantes et dégradantes et un recours à la violence qui apparaît injustifié et absolument illégal. L'élu de Seine-Saint-Denis a signalé les faits au procureur de la République au titre de l'article 40 sur des violences policières lors d'une interpellation. Le même jour, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a été saisie. L'identification de la patrouille de police concernée et du policier en question est en cours. Ils se sont juste contentés de dire qu'ils vont faire une enquête et que ce type sera puni, point. Ils n'ont pas questionné ce qui amène ce genre de comportement social et surtout ce qui amène, malgré ce genre d'acte, un soutien indéfectible de ces gens en leur police. Parce qu'en dessous des commentaires, je voyais des centaines de personnes qui disaient « je soutiens le policier ». Et ces commentaires-là avaient des milliers de likes. C'est donc cette manière pour eux de voir le monde qui invisibilise les siècles de domination raciale qui continuent jusqu'à présent. Les Blancs s'accommodent de cette blague, pendant que les non-Blancs, eux, vivent dans une double conscience. Ils se voient en permanence à travers les yeux des autres. L'ignorance blanche naît avec la suprématie blanche, et ce, dès la colonisation. Les croyances fausses
produite par le racisme, comme croire que les Noirs avaient les mêmes chances après l'abolition de l'esclavage ou croire qu'aujourd'hui les Noirs ont les mêmes chances. Tout ça vient directement de ce système. Il y a une époque où la suprématie blanche était écrite dans les lois. Aujourd'hui, elle a disparu des textes officiels, mais reste dans les faits, reste dans le subconscient, reste dans les actes du quotidien. Et forcément, ça change la façon dont les gens perçoivent la réalité, même ceux qui se disent sans préjugés. Ça change leur façon de voir le monde, qu'ils le veulent ou pas. D'ailleurs, fait intéressant, le code noir n'est toujours pas aboli en France jusqu'à présent. Ce n'est pas aboli. J'aurais aimé un iceberg dessus, moderne. J'aurais aimé un iceberg sur ce sujet. C'est-à-dire les dérives racistes contemporaines héritées de la Renaissance. J'aurais aimé. L'ignorance blanche, donc, ce n'est pas seulement de croire à des choses fausses. C'est aussi de juger de travers, mal interpréter le monde. Et il n'y a pas que la race qui permet cette domination. Il y a la classe sociale, la santé, le handicap, et tous ces systèmes créent donc une forme d'ignorance collective. Et ensemble, ils renforcent ou alors modifient l'ignorance blanche. En clair, ce concept donc, c'est un mécanisme historique, social, qui permet à la suprématie de ces gens de continuer à exister. Même quand ils prétendent vivre dans des sociétés égalitaires. Mais ça continue d'exister à travers toutes ces modifications continues. C'est pour ça que si on ne connaît pas le danger, c'est très difficile d'y faire face. C'est pour ça que les vidéos du genre de ce modin sont difficiles à débunker. Quand vous regardez ce genre de vidéos, vous savez qu'il y a un problème. Mais vous n'arrivez pas à poser les mots dessus ou alors à argumenter correctement. Comme une personne l'a dit en commentaire, ces races d'hommes noirs aujourd'hui, notre esclave et l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à même l'usage de la parole. Comte de Volney, 1787. Le fait de citer cette phrase fait de moi un suprémaciste noir, diras-tu. Et pourtant, c'est bien un homme blanc, historien et politicien français qui l'a dit. Mais bizarrement, tu ne verras jamais un homme blanc youtubeur allumer sa caméra pour critiquer les phrases du genre « L'homme blanc est supérieur au noir ». Qui lui-même est supérieur aux huîtres. De Voltaire. Oui, c'était une phrase de Voltaire. C'est un célèbre poète, écrivain français, philosophe humaniste et vendeur d'esclaves noirs. Voilà jusqu'où ça va. Donc, quand vous suivez ces vidéos, vous savez qu'il y a un problème. Vous ressentez qu'il y a un problème, mais il peut parfois manquer les mots. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de vous donner les armes pour pouvoir comprendre leurs argumentations, comprendre leur manière de penser et mieux frapper là où il faudra la prochaine fois. Poser les mots dessus. Parce qu'ils vivent dans une ignorance telle que ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ignorent. Peu importe à quel point c'est mal, c'est cruel, c'est blessant, ils l'ignorent. Volontairement ou involontairement, ils l'ignorent. Donc il faut qu'on leur crache ça à la gueule constamment. Et on n'est pas obligé pour ça d'être docile. On n'est pas obligé pour ça de formuler comme ils aimeraient l'entendre. On n'est pas obligé pour ça de les caresser dans le sens du poil. Parce que ce ne sont pas eux qui vivent nos difficultés au quotidien. Et ce modin s'inscrit complètement dans une ignorance confortable. Pendant des siècles, l'Europe a imposé sa manière de voir le monde. Elle s'est placée tout en haut dans son épistémologie stupide de hiérarchisation continue. En se croyant donc supérieurs aux autres peuples, ils ont organisé des massacres. Et pour justifier cette position, ils ont inventé des catégories comme civilisés et sauvages. Évidemment, rien de tout ça ne correspond à la réalité. Mais ça a rendu légitime la colonisation, l'esclavage et l'impérialisme, qui continuent encore jusqu'à présent. Et c'est aussi la même chose qui explique qu'ils aient écrit les droits de l'homme en même temps qu'on massacrait et qu'on réduisait en esclavage des peuples entiers. Parce que ces autres n'étaient pas considérés comme faisant partie de l'humanité. Oui, voilà ce que Moderne ne dit pas. Qu'il nous fasse un iceberg sur le code noir ou encore le code de l'indigénat pour les colonies. Ça aurait été intéressant. Aujourd'hui, leur stratégie a changé. Ils sont maintenant aveuglés par la couleur. C'est tout ce qui les intéresse. C'est-à-dire faire semblant que la race n'existe pas, qu'on est tous pareils, qu'on a tous les mêmes droits, qu'on vit tous le même confort et prétendre que tout le monde est égal et que les mêmes chances sont offertes à tous. Le problème, c'est que ce discours cache l'histoire de discrimination qui a donné des avantages énormes aux populations blanches. Avantages qu'ils continuent encore aujourd'hui d'exploiter et de profiter. Par exemple, quand ces gars disent que non, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous ne travaillez pas assez, vous n'êtes pas assez intelligent. Ils ignorent totalement le fait que toutes nos communautés sont maintenues dans la pauvreté, et ce depuis des siècles, après des exploitations et des lois injustes. C'est ça la normativité blanche, de se dire mais voilà, on a travaillé, c'est pour ça qu'on a tout ce qu'on a. Sachant que de l'autre côté, on travaille 10 fois plus qu'eux pour avoir 10 fois moins. Ils transforment l'histoire en un grand angle mort, ils voient ce qui les intéresse, ne voient pas le reste, et rendent les victimes responsables de leur propre situation. Dans les commentaires de la vidéo de Modin,
J'ai vu beaucoup de personnes expliquer avec condescendance que les Noirs prétendent avoir inventé X, Y, Z, mais qu'ils n'arrivent à rien fabriquer chez eux. Ils n'arrivent pas à développer leur pays et ils n'arrivent pas à avoir leur propre identité. Toutes ces réactions démontrent parfaitement ce que je vais expliquer. Ils transforment l'histoire et ignorent volontairement les choses pour pouvoir se convaincre eux et rester confortables. Donc, on va passer des centaines d'années à détruire un peuple et on va s'attendre à ce que ce peuple se reconstruise en 50 ans. En plus, on ne laisse pas le peuple tranquille, non. Ce peuple continue d'être constamment attaqué partout, de toutes parts. Des guerres physiques, idéologiques, culturelles, économiques, constamment. Depuis les soi-disant indépendances de l'Afrique, donnez-moi une seule date, une seule année où il n'y a pas eu de guerre sur le territoire africain. Ça n'existe pas. Et c'est volontairement maintenu de la sorte. Qui contrôle l'économie des pays africains? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui décident de prendre le contrôle des économies africaines? Reste-t-il encore en vie? Est-ce qu'on laisse les pays africains se développer? Est-ce qu'on laisse les scientifiques africains penser leur civilisation? Tous ne sont pas éliminés d'une manière ou d'une autre. Massacre des leaders, corruption, viol, déstabilisation, pillage, massacre de masse, et j'en passe. Tout ça, ils l'ignorent, ils oublient, ils n'y pensent pas. Lorsque l'État français envoyait des soldats détruire la Libye, ils applaudissaient parce qu'ils sont dans une légitimité de croire qu'ils ont le droit d'intervenir partout comme ils le souhaitent pour renverser un dirigeant ou mettre un autre dirigeant qui les convienne eux. Dans la tête de leur population, c'est on le fait pour le bien de ces populations-là, dans un paternalisme condescendant constant. Leur mémoire collective joue aussi un rôle central dans cette affaire. Ce qu'une société choisit de commémorer ou d'effacer construit son identité. Et là aussi, l'effacement, le fait d'ignorer un pan de l'histoire a un effet massif. En Belgique, par exemple, les archives ont été détruites pour cacher les massacres commis au Congo sous Léopold II. Ça a été brûlé. En France, ils ont oublié volontairement le rôle de Colbert dans le Code noir. Et ils ont glorifié la révolution de 1789 tout en effaçant la guerre sanglante menée contre des esclaves insurgés de Saint-Domingue. Donc, pendant qu'ils se battaient pour se libérer, ils se battaient aussi pour maintenir d'autres sous domination. Ça, ils ont effacé. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent jamais. Des figures comme Louis Delgrès, héros noir anticolonial, ont été gommés de l'histoire officielle. Au final, tous ces effacements de l'histoire construisent une identité blanche qui se présente comme neutre et sans privilège. Comme si les avantages raciaux n'avaient jamais existé. Résultat, ils ont maintenu l'illusion d'un terrain de jeu égal. Et ils justifient encore aujourd'hui la pauvreté des Noirs en se disant que c'est à cause de leur manque de volonté. Et ça va plus loin que ça. Parce que dans un système dominé par la suprématie blanche, la parole de non-blanc a toujours été discréditée. Cheikh Anta Diop, c'est donc un historien, un anthropologue, un physicien et un homme politique sénégalais. Donc, il était à peu près tout, sauf égyptologue. Et ça, c'est quand même assez important de le noter. Et pourtant, sa grande thèse, c'est de dire que l'Égypte était une civilisation noire. Et tout est là. Ça, c'est vraiment le centre de toutes les théories afrocentristes. C'est la base de tout le reste. Enfin, ça et le fait que les historiens blancs auraient comploté en secret pour falsifier l'histoire et dissimuler cette vérité. Ce qui fait que du coup, toute l'histoire est à réécrire. Et cette thèse de Cheikh Anta Diop, elle va avoir un écho monumental. Parce que pour beaucoup de Noirs, s'imaginer venir d'une civilisation aussi prestigieuse que la civilisation égyptienne, ça va vraiment leur procurer un immense sentiment de fierté. Mais ça va aussi démultiplier leur rancœur envers le monde blanc qui leur aurait tout volé. Et c'est là qu'on se rend compte que la démarche de Cheikh Anta Diop, elle n'était pas tant scientifique que politique. Ce que Cheikh Anta Diop a cherché à prouver, c'est littéralement la supériorité des Noirs. Selon lui, le monde entier devrait être absolument tout aux Noirs. Mais le problème, c'est que la recherche a beaucoup avancé. Et depuis, les thèses de Cheikh Anta Diop ont été réduites en miettes. Ce colloque, il a plus de 50 ans. Or, depuis, grâce aux recherches sur l'ADN et le génome, on a pu démontrer que ces théories étaient tout simplement fausses. Les classes les plus élevées chez les Égyptiens étaient bien plus proches des moyens orientaux que des subsahariens. Et s'il y avait bien des Noirs en Égypte, affirmer que c'était une civilisation noire, c'est littéralement faux. Et pourtant, toute une idéologie s'est fondée sur ce mensonge. Mais dans les faits, plus aucun universitaire ne prend les travaux de Cheikh Anta Diop au sérieux. Et pourtant, de nombreux militants afrocentristes continuent de clamer que le rapport du colloque de l'UNESCO de 1974 est une preuve irréfutable. Pourtant, s'ils avaient réellement consulté ce rapport, ils auraient pu constater que tout
Ce qu'il dit, c'est qu'en l'état actuel des choses, en 1974, il était littéralement impossible de confirmer les affirmations de Cheikh Anta Diop. Donc, concrètement, la seule preuve des afrocentristes pour dire que l'Égypte était une civilisation noire, c'est ce document qui dit littéralement qu'il était impossible de valider cette hypothèse. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. D'ailleurs, un des passages préférés des afrocentristes pour prouver que Cheikh Anta Diop avait raison se trouve à la page 802 du rapport. Le professeur Leclan insiste tout d'abord sur le caractère africain de la civilisation égyptienne. Et là, vous vous dites, ah oui, effectivement, ce professeur Leclan a bel et bien donné raison à Diop. Sauf que la citation est tronquée. Mais il convient de bien distinguer, comme l'a fait le professeur Vercouter, race et culture. Bref, vous l'aurez compris, les théories de Cheikh Anta Diop sont totalement foireuses et pourtant, elles vont avoir une influence phénoménale. Notre savoir n'était reconnu que lorsqu'il était validé par une autorité blanche. C'est ce que Diop déplorait même d'ailleurs fortement et il s'en est vexé durant une conférence. Et je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez-le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens, que eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure comme dans ce document, pour que vous puissiez faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut. À ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte prouvé
pour supposer l'intériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. S'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle, mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés. L'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêchait, les rendait aveugles, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, de ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues. Cette violence symbolique et matérielle a poussé et pousse jusqu'aujourd'hui beaucoup de Noirs à suivre en se taisant, en choisissant de ne pas voir, de ne pas témoigner, de ne pas savoir, de ne pas penser, par peur de représailles. Le truc, c'est que malgré la censure et les obstacles, il y a un contre-témoignage, il y a des contre-réflexions noires qui vont toujours exister et qui ont toujours existé. Parce qu'on refuse la mythologie blanche. Même si on a très peu de moyens, on va continuer de combattre ça. La suprématie blanche n'est pas seulement une domination physique. C'est aussi un système qui garantit aux blancs des avantages collectifs. Ils en tirent des positions sociales privilégiées, des ressources matérielles, un confort psychologique et une tranquillité morale. Eux, ils peuvent se balader tranquillement dans la rue s'ils n'ont rien fait et sans avoir peur qu'un policier débarque les massacrer. Pas nous. Nous, on doit être constamment sur nos gardes parce qu'on veut nous effacer de l'espace public. On ne veut pas que nous soyons en train de marcher. On ne veut pas que nous soyons libres. On se fait agresser par ceux qui prétendent protéger les populations, mais ils ne les protègent que, pas nous. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'ignorance devient un intérêt collectif? Maintenir cette ignorance chez eux devient donc un intérêt collectif parce que ça les protège et ça protège leurs privilèges. Aux États-Unis, il y a beaucoup de Blancs qui perçoivent encore les revendications des Noirs comme opposées à leurs propres intérêts. Donc tout ce système qu'on peut voir à travers le monde occidental repose sur une auto-illusion. Se convaincre que tout le monde est égal alors que les règles sont biaisées depuis des siècles. L'exploitation raciale, aussi évidente que l'esclavage ou encore la colonisation, a été rendue invisible et présentée comme morale et présentée comme normale. Au final donc, cette opposition d'intérêts entre blancs et non-blancs déforme la manière dont la société blanche perçoit la réalité. Ça construit un refus de voir leur suprématie, une mémoire sélective qui oublie leurs injustices envers nous et une hostilité face à la parole non-blanche. La preuve, écoutez une fois de plus ce modèle, c'est ce biais collectif qui explique pourquoi est-ce que des ouvrages essentiels pour comprendre tout ça, comme le contrat racial de Charles W. Mills, n'a été traduite en français qu'en 2023. Et il y a plein d'autres œuvres de ce genre. L'ignorance blanche n'est donc pas un simple manque de savoir, mais une construction volontaire entretenue pour pouvoir préserver les privilèges et maintenir l'illusion de l'égalité. La société occidentale entière est dans ce mode de déni collectif, encourageant leur population à agir non seulement en oubliant le passé, mais aussi comme si elle ne connaissait pas le présent et donc s'en trouvait choquée quand on réclame nos droits. L'ignorance blanche
c'est regarder, constater, oublier avec force et justifier avec cruauté. Et vous l'entendez dans les paroles de ce modèle. Paradoxalement, figurez-vous que les Blancs sont aussi incapables de comprendre le monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils sont incapables de réaliser qu'ils ont tracé une ligne entre ceux pour qui ils ont une pleine empathie et les autres pour qui ils n'ont pas une pleine empathie, les corps non blancs en règle générale. Et c'est donc ce que je disais en début. Quand il faut parler de violence que l'on subit, Modin n'a aucun mot. Il n'a eu de l'empathie que pour d'autres blancs. C'est pour ça qu'il a vite pris son micro pour défendre les siens, pour faire des icebergs. Pourquoi? L'ignorance blanche est une ignorance volontaire, militante et agressive. Elle avance masquée en se faisant passer pour du savoir, pour une vérité solide et indiscutable, surtout. Elle se présente comme une lumière civilisatrice que certains défendront jusqu'à la mort. Mais on doit aussi savoir, et vous devez le faire savoir à tous les gars comme Modin, que cette ignorance n'innocente personne. Au contraire, c'est la preuve de leur complicité et de leur responsabilité dans toutes nos misères du quotidien. Parce que refuser de voir les injustices, quand ces injustices sont évidentes, nier des siècles d'esclavage, de colonisation, de racisme structurel, ce n'est pas être aveugle, c'est choisir de détourner le regard. Parler d'erreur de conceptualisation de la société blanche. Quand on a passé des siècles dans une souffrance infinie, indescriptible. La preuve, je ne peux même pas en parler ici de risque de me faire censurer ou simplement faire en sorte que la vidéo ne saute parce qu'ils veulent rester confortables. Non, ça c'est participer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes innocent de ça alors que vous profitez encore chaque jour des avantages que ça vous a accordés. C'est impossible. Vous choisissez de détourner le regard parce que c'est confortable pour vous. Vous choisissez de dire que ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas responsables de ça. Ce sont nos parents, nos ancêtres, pour rester confortables. Et ce n'est pas possible. Parce que tout comme vous avez hérité des richesses issues de ça, nous avons hérité des pauvretés, des tares, des traumatismes et de la violence continue. Injustice après injustice. Il n'y a eu personne. Donc vous ne pouvez pas simplement venir dire aujourd'hui, non, ça va, c'est du passé, on n'a rien fait. Mais vous profitez. On hérite de la richesse, non? Mais sachez qu'on hérite aussi de la pauvreté. On hérite d'une bonne réputation. Quand ton père est quelqu'un de bien ou ta mère est quelqu'un de bien, vous héritez de cette bonne réputation. Sachez qu'on hérite aussi de la mauvaise réputation de nos parents. On hérite de l'histoire de nos parents. On hérite de l'histoire de notre civilisation. Et vous ne pouvez pas juste dire c'était une erreur. Ça ne passe pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme si l'Allemagne de la Seconde Guerre tribale arrive et dit aux Juifs c'était une erreur. On n'est pas responsable. Et puis voilà, ce ne serait pas passé. Pourquoi est-ce que vous pensez un seul instant que ça va passer dans notre cas de figure? Ah, parce que vous vous sentez légitime. L'ignorance blanche n'est pas une excuse, c'est une arme. Un bouclier qui protège leurs privilèges et perpétue la domination. Ceux qui se réfugient dans cette ignorance ne peuvent pas prétendre être innocents, puisqu'ils bénéficient directement ou indirectement du système qu'ils refusent de reconnaître et d'admettre que ça existe. Réfléchissez. Quand on crie et quand on lutte pour sortir de ce système, nous avons les gens comme Modin et ses amis qui veulent nous donner des leçons et nous faire passer pour les méchants menteurs de l'histoire. En gros, nous donner leur comportement comme à leur habitude. Ça, c'était la première partie. Maintenant, on passe à la seconde partie, c'est-à-dire la soi-disant haine ou encore le soi-disant sentiment anti-Occident. Je vais laisser mon Serge vous en parler. Et il fait des analyses assez poussées, très intéressantes. Les relations entre la France et l'Afrique sont marquées par un grave déséquilibre historique et structurel. Entre la poussée impérialiste, les guerres de conquête, la colonisation, les mises sous tutelle ou sous mandat, et récemment les accords post-indépendance comme ce qui lie justement cet État à plusieurs nations africaines relevant de l'espace franc CFA et maintenant l'ECO, sont autant de signes qui marquent le bâtissement lent mais résolu et le maintien de cette dépendance sociale, politique et économique. Quand il parle de la France, c'est la représentation de tout le monde occidental, c'est la représentation de tout le monde blanc. Alors, comment être surpris que plusieurs décennies, voire des siècles après, plusieurs politiques d'enclavement, d'asservissement, d'usage et de déshumanisation des peuples africains, que ceux-ci aujourd'hui se manifestent, laissent éclater une montée de résistance à cette pseudo-omnipotence de la France dans ces territoires. Comment s'étonner après plusieurs décennies, voire des siècles d'abus et de profits inégalement répartis, s'étonner d'assister, je le disais, à une montée de résistance à ce pseudo-ordre établi par la France, alors même que les rapports qu'elle entretient avec les États du continent noir avaient été si élégamment, mais avec verve, décrits par l'humoriste John Mbalambala comme un rapport entre un directeur de société qui descend dans les stocks
de marchandises. Autre élément pour nous permettre de poser ce questionnement. Comment s'étonner aujourd'hui de la disparité ou de la quasi-opposition entre ce qui est constaté réellement dans les États africains émergents en termes d'éveil de conscience, en termes de manifestation de volonté, en termes de participation de plus en plus accrue à la prise de décision sur l'avenir de nos États et de la description, voire de la caricaturisation par les médias d'influence mondiaux de cette dynamique sous la forme de l'expression « sentiment anti-français ». Petit disclaimer, à ce niveau, il va beaucoup utiliser l'expression « sentiment anti-français ». Mais vous pouvez comprendre dans ça « sentiment anti-occident » ou « sentiment anti-blanc » que Modin a soulevé là. Les médias les plus puissants, les plus influents du monde l'ont décrit, à l'instar des médias français tels Le Monde, Jeune Afrique, Libération, France 24, Le Figaro, des médias espagnols comme El País, allemands comme Die Zeit, des médias britanniques tels que BBC News, The Guardian, Financial Times, ou encore les médias américains qui ne sont pas en reste, comme The Wall Street Journal et New York Times. Comment expliquer qu'en pleine effervescence de l'émergence de la volonté africaine, nous nous retrouvions dans cette caricaturisation? Tout simplement parce que le sentiment anti-français est une construction médiatique dont l'objectif est de détourner l'énergie et l'attention des personnes les plus avisées des véritables objectifs. Comme à l'accoutumée depuis plusieurs décennies aujourd'hui, et relativement à plusieurs sujets qui concernent l'actualité africaine, aucune tendance médiatique claire et univoque n'émerge de ce continent. Depuis plusieurs décennies et à l'accoutumée désormais, on a l'impression que l'Afrique continue de se laisser dicter son attitude, mais aussi ses actions et ses abstentions. Parce que si tout média est un média d'opinion, alors il est évident qu'il faille d'abord commencer par s'interroger sur la construction syntaxique, la construction de l'information ou des images diffusées par les médias et comprendre les objectifs derrière cette construction. C'est ce que nous allons essayer de faire dans les minutes qui suivent. Existe-t-il un sentiment anti-français en Afrique? Et si on essayait de débunker ce narratif qui a été proposé à plusieurs reprises par le phrasé occidental? Devrait-on en réalité parler de ce sentiment alors qu'il s'agit plus d'une prise de conscience, d'une prise de décision, d'assumer une volonté de se forger par soi-même son destin, de choisir ses voies de développement, ses voies d'autonomie et aussi choisir ses partenaires de voyage? Doit-on parler d'un sentiment lorsque une démarche claire d'affranchissement des tutelles est en train d'être observée dans la majeure partie des pays africains, des pays autrefois ex-colonie française? Dans la construction de cette phrase, il y a deux idées avec lesquelles je suis sûr vous ne serez probablement pas d'accord. La première idée est de suggérer qu'il existe un sentiment, que nous, Africains, sommes sous l'empire d'un sentiment. Cela me rappelle cet auteur que je ne nommerai pas ici, d'Afrique de l'Ouest, qui avait donné comme principale caractéristique à la nation nègre l'émotion, pendant qu'il donnait à la nation hellène la raison. Alors, parler d'un sentiment anti-français en Afrique reviendrait à dire que la raison n'y est pas. En tout cas, rien ne nous empêche de le déduire ou de le penser. D'où mon questionnement. Est-ce que nous pouvons parler de sentiments lorsque des politiques sont mises en place, lorsque des manifestes sont développés, lorsque des réflexions sont diffusées, lorsque des plaidoyers sont présentés sur les plus grandes scènes du monde pour clamer le nécessaire ou la nécessaire indépendance de l'Afrique pour pouvoir décider par elle-même de son destin? Deuxième idée sous-tendue par l'expression sentiment anti-français, avec laquelle je suis sûr que vous ne serez pas d'accord, c'est que nous, Africains, sommes forcément anti-français. Anti signifierait que nous sommes peut-être pro quelque chose, cheminé. Entre expérience subjective et objectivité scientifique, ne faisons pas d'amalgame. Un long passif de frustration, un long passif de vérité tue, un long passif d'histoire falsifiée pèse dans les rapports entre la France et plusieurs de ses ex-colonies. Mais au-delà de ces frustrations, des factualités, des faits, des données vérifiées et vérifiables existent. Et celles-là ne sont pas sous l'empire d'un sentiment. Elles sont le résultat de la vérification, de la validation d'un certain nombre de données et d'une prise de décision effectuée en fonction de ces résultats. Alors, il s'agit avant tout pour l'Afrique de choisir son chemin, de faire preuve de maturité, mais aussi de protectionnisme dans son économie, d'ouverture sur de nouveaux horizons et du choix des moyens d'atteinte de ses objectifs qui lui appartiennent à elle et à elle seule, l'Afrique. Une fois que nous avons essayé d'effacer toutes les idées préconçues ne nous permettant pas d'accepter qu'on nous affuble d'un sentiment anti-français en Afrique, il faudrait bien que nous puissions comprendre la rhétorique instrumentalisée, savamment orchestrée derrière cette expression aujourd'hui divulguée, aujourd'hui diffusée
partout dans le monde. Vous l'aurez compris d'entrée de jeu, le fait pour les médias d'influence planétaire de présenter les vastes mouvements des nations africaines qui se départissent aujourd'hui des ex-influences coloniales comme des mouvements d'humeur procède ni plus ni moins qu'une rhétorique, c'est-à-dire d'une technique de présentation, une technique d'image, une technique de figuration de cette dynamique sous la forme d'une émotion, d'une éruption cutanée, d'un mouvement d'humeur et donc d'un mouvement passager. Tous ces efforts fournis par nos peuples, tous ces efforts fournis par nos forces armées, tous ces efforts fournis par nos intellectuels, tous ces efforts fournis par les diasporas qui sont encore concernés par le devenir de leur nation se retrouvent simplement banalisés et réduits à l'état d'un mouvement d'humeur quasi prépubère. Cette rhétorique, il faut la comprendre. Cette rhétorique, il faut l'identifier et il faut la retrouver à chaque fois qu'une information diffusée par un média d'influence et concernant l'Afrique est présentée par ce média. Pourquoi cette rhétorique savamment utilisée, savamment instrumentalisée? Parce qu'il est important que le monde n'ait pas l'impression un seul instant que les peuples noirs peuvent faire preuve de maturité, d'union, de volonté, de discipline pour se relever et se tracer un nouveau destin. Parce qu'il est important que le monde n'ait pas un seul instant l'impression qu'il existe une classe intellectuelle africaine, qu'il existe une jeunesse intellectuelle, une jeunesse scientifique, une jeunesse mentalement bien orchestrée, bien structurée, qui puisse discourir intelligemment sur son devenir et sur son avenir. Parce qu'il est important que le monde n'ait pas un seul instant la conviction que l'Afrique, lorsqu'elle parle d'elle-même, qu'elle s'appuie sur des faits, sur des preuves, sur des données, sur un passif et surtout sur des acquis inébranlables, et par la rumeur, et par la désinformation, et par le dénigrement scientifique. Il n'est pas un seul instant question pour le monde de se dire que l'Afrique peut reposer sur un passé vérifié et vérifiable. Pourquoi parler de passé alors même que l'actualité contemporaine est en notre faveur? Combien de tentatives de coup d'État? Combien de coups d'État réussis? Combien de hold-up sur les marchés? Combien de politiques de pillage des ressources premières et minières des États africains ont été reliées à des holdings, à des multinationales étrangères? La factualité parle, la contemporanéité parle pour l'Afrique. Pourquoi cette rhétorique instrumentalisée? Parce qu'il est important que le monde, dans sa dimension sous-informée et gavée de distractions, ne puisse voir dans l'Afrique qu'un enfant rachitique qui tendrait une main malingre, une main malade, vers une main salvatrice qui lui glisserait un repas, un biscuit et qui viendrait la sauver de sa misère. Bien sûr, ce sauveur, c'est ce monde, mais dans la dimension imagée, fantasmée, faussement vendue, toujours de l'Occident. L'enjeu le plus important, ici vous l'aurez donc compris, c'est l'information. L'information vérifiée, l'information vérifiable. Entre transformation de l'information, entre surcharge de cette information, entre détournement de cette information, entre dénigrement des véritables acteurs ou des véritables cibles de cette information, la clé est de détenir la vérité, la bonne information et de pouvoir en faire quelque chose de capitalisable. Cette information vraie et vérifiable ne doit absolument pas se retrouver entre certaines mains non autorisées, entre mains non initiées, ou alors cette information se doit d'être noyée, le cas échéant, dans un flot de désinformation constante et de caricatures, dans un flot d'assassinat politique, d'assassinat médiatique, et pourquoi pas d'assassinat tout court. Et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de deux des techniques les plus utilisées par les médias d'influence pour pouvoir agir sur la pensée, sur la construction de l'image et surtout sur la self-esteem de certaines populations qui les reçoivent sans avoir l'outillage nécessaire. Il s'agit là de l'instrumentalisation rhétorique et du détournement sémantique. À titre d'illustration du détournement sémantique, revenons à l'expression anti-français. Le détournement sémantique consistera à se servir de cette expression à chaque fois qu'il va falloir réduire des analyses ou des critiques systémiques réelles posées contre les politiques occidentales en Afrique, les politiques économiques en Afrique, les politiques sociales en Afrique, de sorte que nous ne puissions rester que dans un seul cadre de perception, le sentiment. C'est cela le détournement sémantique. Nous sortons les idées, nous sortons les concepts de leur cadre et nous les insérons dans un cadre qui n'est pas le leur, de sorte que ce plastique, ce masque, ce recouvrement-là puisse devenir la nouvelle réalité. Tous les politiciens, tous les analystes, tous les journalistes, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs intellectuels qui se tourneront vers un système pour l'analyser de manière critique et relever ses forces ou ses faiblesses ou ses manquements, se verront tous réduits à de simples agitateurs, à de simples mouvements d'humeur. Si bien que, repris et viralisés sur la majeure partie des plateformes d'information, chaque fois que ces personnes seront vues, chaque fois qu'elles ouvriront la bouche, chaque fois qu'on essaiera de les entendre, en moins de 2 secondes, on se figurera le sentiment, le ressentiment
le mouvement d'humeur et donc la décrédibilisation. L'instrumentalisation rhétorique, quant à elle, consiste à manipuler des récits médiatiques pour servir des intérêts bien précis, des intérêts politiques, des intérêts économiques, pourquoi pas des intérêts géopolitiques. Généralement, il s'agit de détourner des sujets complexes, des sujets profonds, pour pouvoir détourner l'attention de ceux qui peuvent suivre et de réduire donc la perception de ce sujet complexe à une émotion, à un sentiment ou alors à un mouvement passager. Nous avons en 2002 une une intitulée de la manière suivante: The Anti-French Sentiment Grows in Sahel. Justement pour pouvoir présenter tous ces vastes mouvements, toutes ces vastes et profondes révolutions comme de simples mouvements d'humeur cristallisés sous la forme d'un sentiment anti-français. Nous quittons de l'analyse de toute la période d'implantation d'une puissance étrangère sur un sol souverain, c'est-à-dire qui a le droit de décider de qui s'y installe et de qui ne s'y installe pas, et nous nous retrouvons dans un sentiment anti-français, alors même que l'Afrique est l'incarnation de l'hospitalité et des modes de vie intercommunautaires, interraciaux, internationaux. Cette expression donc de sentiment anti-français va réduire les revendications rationnelles, documentées, sourcées, référencées, basées sur des faits comme l'extraction illégale de l'uranium au Niger ou les accords économiques inégaux et surtout désavantageux pour les États africains, juste à l'échelle d'une revendication émotionnelle. Du coup, cette simplification, ce détournement des véritables questions qui concernent l'Afrique va être totalement dégagé parce qu'il ne faudrait pas que les griefs réels soient connus des populations, comme ce fut le cas avec le pillage colonial estimé aujourd'hui à quasiment 500 milliards de dollars US pour le Mali et le Sénégal. Une référence que nous retrouvons dans Journal of African Economies, édition de 2018, que nous pourrons vous donner en référence, et discréditer justement les jeunes Africains parce qu'ils pourraient être plus facilement manipulés que lucides et informés. Quel impact au final lorsque une information est vidée de sa substance et est cosmétisée en simple éruption de sentiments? À ce moment, la rhétorique va empêcher tout débat factuel, va empêcher tout échange logique, rationnel entre les acteurs concernés, mais aussi entre les acteurs incriminés. Il ne sera donc plus question pour eux de se justifier et de répondre des accusations dont ils font l'objet, parce que nous serons ou nous serions dans une vaste revendication basée sur un mouvement d'humeur. Et cantonner donc l'éveil de la conscience africaine à juste une pointe de colère stérile, pourquoi pas juvénile et prépubère. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous aujourd'hui de parler du code noir? Il ne s'agit pas de plonger dans la victimisation. Il ne s'agit pas de tomber dans le pathos ou dans le mélodramatique. Mais il s'agit avant tout de comprendre l'histoire. Parce que le code noir est une clé pour comprendre les inégalités qui aujourd'hui font rage dans la majeure partie des pays qui ont vu des populations immigrées s'y développer, plus précisément noires. Les inégalités françaises, les bavures judiciaires, les abus policiers, les agressions et abus sexuels, les meurtres, le traitement des affaires concernant des personnes de peau noire. Tout cela prend ses racines dans la profonde socialisation qui a été celle imposée par le code noir pendant plusieurs siècles. Parce qu'aujourd'hui, les descendants de ces rédacteurs, les descendants de ces exécuteurs, les descendants de ces maîtres sont aujourd'hui parmi nous. Voilà la raison pour laquelle il est difficile de détacher certains éléments historiques de la factualité sociale contemporaine. Et dire aujourd'hui que nous sommes en train d'extrapoler serait peut-être de la mauvaise foi. Autre élément justificatif du fait de parler du code noir au XXIe siècle, c'est l'éducation et la sensibilisation. Parce qu'il est essentiel aujourd'hui d'enseigner cette histoire pour lutter contre l'ignorance et contre les préjugés. Et peut-être permettre aux populations d'un peu mieux comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents qui se traduisent par un certain type d'opposition ou d'attitude vis-à-vis d'eux. Dis-moi que tu as été élevé dans une famille raciste sans me dire qu'ils sont racistes. Déjà, pour commencer, je suis désolée si je vais faire du mal à certaines personnes. Ce n'est absolument pas le but. Le but de cette vidéo, c'est de prouver que l'on peut se sortir d'une famille aussi toxique au final. Surtout avoir des convictions qui sont totalement différentes. Donc bref, quand je passais le permis de conduire, ma mère me disait que si je renversais une personne noire ou arabe, j'aurais plus de points sur mon permis. Genre, un noir ça vaut 2 points, un arabe ça vaut 3 points. S'il faut parler de justice et de réconciliation, il faut d'abord le rétablissement de la vérité. Il faut le rétablissement de la factualité. Il faut reconnaître les crimes et abus qui ont été réalisés par le passé, parce que c'est là une étape nécessaire, voire vitale, pour pouvoir construire une société ou une institutionnalisation véritablement équitable
pour tous. L'importance donc ici est de comprendre qu'au milieu de cette flopée d'informations, un travail de discipline, un travail de filtrage, un travail de disséquage de l'information s'impose. Le second enjeu derrière la problématique ou derrière l'impératif de déceler la surcharge informationnelle et la désinformation est d'éviter d'être manipulé et de tomber justement dans le pathos, dans la réaction émotionnelle, dans la réaction à brûle pour point, mais plutôt de pouvoir disséquer de manière froide, de pouvoir recevoir de manière froide et de pouvoir retrouver de manière froide les véritables informations et de pouvoir les séparer de la surcharge, de la distraction ou du poison informationnel. Autre tactique de manipulation que nous allons repérer ici et présenter, c'est le paternalisme médiatique et académique. Quel est le problème? Les analyses politiques dominantes présentent souvent les frustrations africaines comme des éruptions passagères, comme des frustrations émotionnelles, comme des mouvements d'humeur. Ceci reflète une espèce de paternalisme vicieux qui reviendra en réalité à dire, et c'est cela qui est ressenti lorsque ces médias sont écoutés attentivement et en dehors de leur structure de manipulation, qui revient donc à dire que l'Afrique n'est en réalité mature pour rien du tout. Il est donc important dans cette logique, pour faire contre-mesure, d'encourager les initiatives d'intellectuels africains via par exemple un certain nombre de chaînes YouTube comme les nôtres ou comme le réseau auquel nous appartenons, comme Pensez Kabit, pour permettre aux Africains de s'entendre parler de l'Afrique par eux-mêmes, de s'entendre potentialiser pour comprendre l'information, de s'entendre encourager à voir autrement que ce qui lui est donné à comprendre. Il est donc important de créer des contenus non seulement accessibles, mais des contenus suffisamment variés dans leur manière d'atteindre les populations, le maximum des populations, pour qu'une fois de plus, l'information et la bonne information parviennent entre les mains des véritables décideurs qui sont nous, la jeunesse conscientisée, nous, la jeunesse en quête d'éveil et nous, la jeunesse qui a la volonté de redessiner son destin. En construisant l'idée d'un sentiment anti-français, la France, où ses plus grands soutiens craignent le réveil définitif des ex-colonies et leur réappropriation de tous les instruments de leur autonomie réelle. Aujourd'hui, la balle est dans notre camp et la peur est dans le leur. Retenez-le. À tout ce qu'il vient de dire, je dois ajouter une chose. Notre colère est légitime et justifiée. On essaie de nous faire croire qu'on n'a pas le droit de développer du ressentiment, comme s'il n'y avait pas de raison d'être en colère. Il y a des raisons. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit aux Juifs d'avoir du ressentiment et de demander réparation chaque jour? Je trouve toujours troublant que c'est seulement quand il s'agit de nous que ces gens mettent leur gueule dans nos affaires. Modern dans son hypocrisie prend le temps de mettre des extraits où on entend des mots violents venant de certaines personnes. Et sur la base de ça, il émet un jugement. Mais il se prend pour qui? Déjà, il juge sur un principe biaisé. Il prend un extrait décontextualisé et il rajoute dessus l'idée qu'il veut pour pouvoir manipuler l'opinion publique. Prenons ou revenons sur le cas de Julius Malema par exemple, qu'il utilise en début de vidéo en Afrique du Sud. Et Julius Malema demande l'élimination des envahisseurs sur le territoire sud-africain. Lui, il va poser ça, il va dire regardez comment ils sont violents, on veut les massacrer. Mais est-ce qu'on a pensé aux 150 dernières années de l'histoire de l'Afrique du Sud? Votre mépris va jusque-là, de prendre les conséquences de vos actes et vous victimiser, alors que c'est vous qui avez causé tout ça. Depuis le XVIIe siècle, les colons hollandais, Boers, aujourd'hui on les appelle les Afrikaners, puis les colons britanniques ont confisqué les terres des populations africaines. Les autochtones ont été refoulés vers des zones marginales, vers des réserves, puis vers des homelands. Donc, ils ont perdu l'accès à leurs ressources vitales. La richesse blanche actuelle reste directement liée à cette spoliation, à ce vol, à ce pillage, à ces massacres. Si les Blancs sont les plus riches en Afrique du Sud, c'est parce qu'ils ont volé, discriminé et éliminé beaucoup de personnes. Donc, ça doit être restitué, ce n'est que normal. Après ça, de 1948 à 1994, il y a eu le régime de l'apartheid, une institutionnalisation de la hiérarchie raciale. Ça, tu n'en parles pas. Est-ce que ce sont les Noirs qui ont fait l'apartheid? Non, mais ce sont les Noirs qui ont subi ce système. Et jusqu'à présent, interdiction de vivre dans des zones, système éducatif médiocre, interdiction de voter ou de posséder des terres dans leur propre pays. Et c'était les Noirs qu'on exploitait dans les mines. C'était les Noirs qu'on exploitait dans les champs agricoles. Une main-d'œuvre quasi servile, pratiquement gratuite. Pendant 46 ans, l'État a utilisé la police, l'armée et les tribunaux pour maintenir ce système.
ce qui a marqué les consciences par une mémoire de terreur, d'humiliation et de lutte armée. À la fin de l'apartheid, Nelson Mandela, manipulé et instrumentalisé, a permis une transition pacifique, mais sans restitution des richesses, sans aucune réparation. Les terres sont encore très majoritairement aux mains des Blancs. L'économie reste contrôlée par les descendants des colons européens. Beaucoup de Noirs vivent encore dans la pauvreté et dans les townships marginalisés, c'est-à-dire littéralement des quartiers pour pauvres. Actuellement, en Afrique du Sud, l'économie qui contrôle la politique est contrôlée par les Blancs. En Afrique du Sud, une terre des Noirs où ils sont étrangers, ils ont fabriqué une ville où ils interdisent aux autochtones d'entrer à l'intérieur. C'est un peu comme si aujourd'hui, en France, il y a une ville que les Noirs créent et interdisent aux Français d'entrer, interdisent à l'armée française d'entrer, interdisent aux municipalités françaises d'entrer là-bas, que c'est une ville noire, exclusivement noire, et vous n'avez pas le droit d'être là-bas, au point d'utiliser une monnaie différente. Est-ce que vous allez permettre ça? Mais en Afrique du Sud, c'est là. Et ça, tu n'en parles pas, bien évidemment. On aimerait voir un iceberg sur les dérives de ce genre. Donc, actuellement, en Afrique du Sud, et pour Malema, la réconciliation a été une trahison. La justice raciale promise n'a jamais été réalisée. Est-ce que vous, les Occidentaux, auriez accepté que l'histoire se termine de cette manière-là si vous aviez vécu la même situation? Non, la preuve. Les Juifs n'ont pas accepté. Même les œuvres d'art volées ont été restituées. Alors que les Africains ont encore leurs arts culturels par paquet de tonnes dans les musées en Occident. La mémoire collective noire garde l'image d'avoir été traités comme des citoyens de seconde zone. Ils n'étaient même pas citoyens d'ailleurs. Et ils l'ont été même jusqu'à leur propre pays. Cette humiliation structure une colère. Et ça se transmet de génération en génération. Malema est né en 81. Il a grandi à la fin de l'apartheid. Il avait 13 ans quand l'apartheid est terminé. 13 ans. Vous pensez qu'il a eu à voir quoi? Il a grandi dans un contexte où la violence raciale est encore palpable. Son discours radical trouve un écho parce qu'il incarne cette revanche historique. La violence de Malema n'est pas seulement de la provocation. C'est le produit d'une longue histoire de dépossession et d'injustice qui n'a jamais été réparée. C'est un cri politique né de plusieurs siècles d'humiliation. Et cette humiliation se poursuit jusqu'à présent. Donc ne viens pas faire comme s'il est fou. Parce que quand tu prends le tableau dans son ensemble et que tu écoutes par la suite son texte, ça a tout son sens. Il y a des gens qui sont arrivés, ont tout massacré et profitent de leur richesse. Et ils sont là tranquilles, impunis. Alors qu'en attendant, les autochtones continuent de souffrir. On peut retrouver le même phénomène aux États-Unis dans les années 1960. Les Black Panthers sont nés dans un contexte où, malgré l'abolition de l'esclavage et des droits civiques, les Afro-Américains subissaient toujours la pauvreté, la ségrégation et la brutalité policière. Les cas de lynchage sont légion. Et Matt Till n'est que celui qui a été le plus médiatisé. Combien d'entre nous sont morts dans un silence total? Et face à cette oppression, tout humain adopte un langage précis. C'est l'autodéfense. C'est l'arme, c'est la justice sociale et c'est les dénonciations de l'impérialisme blanc. La virulence n'est pas gratuite. C'est l'expression d'une colère profonde contre une société qui a normalisé l'injustice raciale. En Afrique, durant la période coloniale et de la transition, il y a plusieurs leaders qui ont incarné la radicalité. Les Patrice Lumumba qui dénonçaient la colonisation. Ça a coûté la vie à combien d'entre nous? Vous savez que le napalm a été versé au Cameroun? Le napalm, que des villages entiers ont été décimés et que ce traumatisme-là continue d'hanter nos parents qui par la suite nous ont hantés avec. Ça reste dans le sang. Ce genre de violence ne disparaît jamais. Et jamais il n'y a eu de justice par rapport à ça. Et on doit se contenter de faire quoi? Rire, sourire, blaguer, plaisanter et vous rassurer dans votre confort. C'est bien ça. Patrice Lumumba n'a toujours pas de corps. On n'a pu retrouver de lui que sa dent. Et c'est parce que sa dent était en or. Amilcar Cabral et Frantz Fanon ont théorisé la nécessité de la violence révolutionnaire pour pouvoir briser le joug colonial. Plus tard, Thomas Sankara s'est dressé contre la France-Afrique avec un discours sans concession sur l'indépendance économique et culturelle. Absolument tous, et il y en a eu des milliers, tous ont partagé la conviction que être modéré face à un système fondé sur le vol, la violence, la domination, le massacre ne pouvait mener qu'à la perpétuation de l'oppression. On n'est pas débile. Quelqu'un ne va pas venir tous les jours avec les armes et nous on va venir avec un papier, un stylo. Celui qui n'est pas capable de prendre les armes contre ses bourreaux est destiné à rester esclave. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous continuez la domination
ou pas. Parce que si vous ne la continuez pas factuellement, jamais les armes ne seront prises. On est d'accord là-dessus, à minima. Parce qu'il faut bien que les peuples se libèrent. Actuellement, au Burkina Faso, le peuple prend les armes contre les terroristes parce que les terroristes ne veulent pas baisser les armes. Ce n'est donc que normal. Il faut une réponse proportionnelle à la violence que l'on reçoit. Donc, si vous estimez ne pas être violent, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de violence. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas se défendre. Et dans tous les cas de figure historique, que ce soit aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans les Caraïbes, partout dans le monde, la virulence naît du même constat. L'oppression ne se limite pas à l'exploitation économique. Elle nie également, elle nie avec violence les humanités noires. Elle les nie. Les appels à la réconciliation douce n'ont jamais fonctionné. Parce que ça laisse intactes les inégalités structurelles. La radicalité devient donc un langage de dignité, un cri de rupture et de mémoire. Comprends très bien ça. Comme je disais, on n'est pas là pour te conforter dans ta terreur. On n'est pas là pour expliquer qu'on doit être amis et j'en passe. Non. La seule chose qui est demandée et qui sera exigée, c'est le respect. Point. On n'est pas obligé d'être amis pour se respecter. Donc, je répète, la radicalité devient le langage de la dignité et un cri de rupture et de mémoire. C'est donc dans cette tradition logique et psychologique que s'inscrivent les personnes comme Julius Malema, comme les Black Panthers. Ils parlent à une jeunesse frustrée et marginalisée. Je conjugue au présent. Comme Lumumba ou Sankara, ils dénoncent le rôle persistant des Blancs et de l'Occident dans les inégalités. Je parle au présent. Comme Fanon, il estime que seule une action radicale peut rétablir la justice. Et je parle au présent. Et qu'on soit clair, vous ne ferez rien qui fonctionnera pour nous démotiver parce que vous voulez être confortable. Rien. Jusqu'à tu écris en début de ta vidéo, si je disparais, vous saurez où chercher. Toi qui? Tu représentes quoi? Pourquoi? Vas-y, il y a les vrais dangers, tu te mets dedans. Tu veux te faire passer pour un martyr. Tu as accompli quoi? Tu fais quoi? En quoi est-ce que tu es un problème? Il faut te méfier. C'est-à-dire que tu tiens à peine une chaîne YouTube et tu penses que les quelques commentaires que tu reçois font de toi une figure. Mais calme-toi, calme tes ardeurs. Oh, si je disparais, tu vas même vivre. Si je disparais. Tu as développé avec tes confrères ce qu'on appelle la culpabilité défensive. Au lieu d'assumer vos privilèges, vous retournez le scénario. C'est-à-dire, nous on demande justice, mais tu cries au meurtre. On réclame l'égalité, tu nous accuses de vouloir vous exterminer. Est-ce que tu dis même que si tu disparais pourquoi? Tu seras là. Ce qu'on appelle le syndrome du voleur, c'est-à-dire celui qui hurle au voleur pendant qu'il a encore la montre de sa victime dans la poche. C'est la même chose. Dans votre tête, vous êtes comme des acteurs de soap opéra en permanence. Oh mon Dieu, regardez ces noirs en colère. Ils veulent nous faire disparaître. Alors qu'en réalité, on demande juste à récupérer nos terres, notre histoire. Et on veut juste des salaires décents, parfois c'est juste ça. On veut juste du respect, on l'exige. Psychologiquement, c'est du théâtre de victimisation, ce que vous êtes en train de faire là. Sachez-le. C'est-à-dire ça vous permet de garder la position morale haute. Même quand vous êtes objectivement assis sur un trône construit avec nos os, avec notre sueur et avec notre sang, vous gonflez la poitrine. Le plus terrible, je pense, c'est que vous réussissez à vous convaincre de ce mensonge. C'est une sorte d'inversion projective. Comme vous savez que ce que vous avez fait est impardonnable, vous imaginez que nous aussi, à votre place, on aurait fait pareil. C'est pour ça que tu cries, c'est pour ça que tu hurles vengeance. Avant même qu'on ait ouvert la bouche, c'est toi qui cries ces mots. En réalité, c'est la peur de votre propre reflet que tu as dans le regard. Si c'était une erreur de votre civilisation, laissez-nous aussi faire l'erreur. Et peut-être que dans quelques centaines d'années, il y aura un youtubeur qui sortira un truc et dira « C'était une erreur, voilà, passons dessus. » N'est-ce pas, non? Parce que vous pensez qu'on est bête. C'était une erreur. Une erreur qui se poursuit jusqu'à présent. Une erreur qui a duré sur des siècles et des siècles. Vous avez même la définition d'une erreur. Bref, les hypocrites qui accusent les noirs de vouloir du mal aux blancs, ce sont juste des gens qui transforment la justice en menace pour pouvoir continuer à jouer les martyrs. Comme si demander une chaise à la table, c'était préparer un coup d'état. C'était vouloir casser la table. Maintenant, j'aimerais dire aux créateurs de contenu de notre communauté, aux leaders d'opinion, qu'il ne faut pas laisser ce genre de gens parler de la sorte. Mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent aussi à l'aise de parler de nous sans transpirer? Mes aînés là, il faut qu'on s'occupe de répondre à ce genre d'individus. Parce qu'en le faisant, vous allez même donner un ton. Les actes Mwekassa, Histoire crépue, Alain Foka, Fétiche de guerre, mes grandes sœurs, Grandeur noire, Culture dorée, pour ne citer que ceux-là. Pitié, ne laissons plus
ce genre de choses passer. C'est parce qu'on laisse ça passer qu'ils se permettent de relancer. À chaque fois qu'une personne fait ce genre de vidéo, on doit lui répondre. On doit débunker ses arguments, argument par argument. Chacun doit pouvoir même prendre le thème par l'angle qu'il veut, mais tout le monde doit lui répondre. De telle sorte qu'il sache que ce genre de vidéo ne sera pas simplement toléré, mais il y aura des réponses, il y aura de la contradiction. Mais vous regardez la façon dont les autres communautés se mobilisent immédiatement dès qu'une personne parle ainsi d'eux. On ne va pas simplement rester là à dire on ne répond pas, c'est dangereux. Ils doivent avoir peur de dire n'importe quoi sur nous et donc aller bien chercher et vérifier avant d'ouvrir leur bouche. Là, ils le font parce qu'ils pensent que la liberté d'expression existe, mais uniquement quand il s'agit de nous. On peut raconter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de vague de réponse sous plusieurs angles à la fois pour pouvoir recadrer leurs mensonges. Mais surtout, il n'y a pas de réponse pour pouvoir expliquer aux gens de la communauté les moins informés, aux gens de la communauté qui veulent apprendre les différents concepts et défis qui peuvent leur échapper. Et c'est normal, nous tous en apprendre. Vous allez vous rendre compte dans les commentaires de ce modem que beaucoup de Noirs croient en ce que ce modem dit parce qu'ils sont perdus. Mais si on laisse ce discours se multiplier sans réponse, ils penseront que ces gens ont raison. C'est pour ça qu'on doit répondre. Si c'est nous qui avions sorti ce genre de vidéo et avions listé un tas de bêtises sur eux, même le créateur de contenu le moins célèbre aurait fait une vidéo pour corriger. Au mieux, je dis bien au mieux, il aurait juste corrigé. Pourquoi est-ce qu'on laisse passer ce genre de choses tranquillement? Après, les gens vont tomber sur sa vidéo, écouter ses arguments. Il n'y aura pas de vidéo recommandée pour la contradiction. Il n'y aura même pas de recommandation dans les commentaires pour la contradiction. Et ils vont se dire que voilà, Modin, il a raison. Parce que personne n'a su combattre ses arguments ou expliquer ce qu'il était en train de faire. C'est pas normal. De grâce, si vous pouvez transmettre cette vidéo, là je parle à vous les viewers, à des créateurs de contenu, des leaders d'opinion, même en leur donnant le timecode de juste cette partie-ci, où je les interpelle sur les problématiques, ça va aider. Il faut qu'ils puissent réagir sur ce genre de vidéo. Et maintenant, Modin et compagnie, je comprends que vous défendiez votre civilisation, hein. C'est normal. Ce qui me saoule, c'est que tu te présentes en donneur de leçons et surtout tu veux te présenter comme quelqu'un de neutre. Tu te présentes comme quelqu'un qui a tout compris, alors que tu n'as rien compris du tout. Tu ne sais même pas dans quoi est-ce que tu vis. Tu n'arrives même pas à conceptualiser votre propre société. Donc ne nous parle pas. Ne nous parle pas. Ne parle pas de nous. Renseigne-toi au moins avant, à minima. Et je trouve que c'est d'autant plus hypocrite ce que tu fais parce que tu le fais à visage caché, mais tu exposes les gens comme si tu avais une quelconque légitimité. Mais fais-le à visage découvert. Que l'on voit qui ose déblatérer autant d'ineptie, avec autant d'assurance. C'est-à-dire... c'est même risible à un certain moment. Donc, soit tu assumes, soit tu fais une réelle réflexion critique et tu prends en compte les éléments dans leur globalité et pas simplement ce que tu veux voir. Laissez-nous défendre notre civilisation également. Aux dernières nouvelles, aucun peuple noir n'a jamais colonisé un autre. Hein? Nous, on n'a pas fait d'erreur là, d'accord? On est le plus vieux peuple sur cette terre, mais on n'a jamais fait cette erreur. Bon, c'était une erreur. Une erreur qui dure sur 2500 ans. C'était une erreur. Oui, je vous malaxe avec les gens de l'Orient parce que vous êtes les mêmes gens. Il n'y a aucune différence entre vous. Vous avez conceptualisé les mêmes codes, la même cruauté et la même négation de l'histoire. On a été les premières civilisations et on n'a pas commis d'erreur. Donc vous n'avez rien à nous apprendre et vous n'avez aucune leçon de morale à nous donner. Aucune. On ne veut même pas l'entendre d'ailleurs. Aucune hypocrisie ou alors aucune mauvaise foi ne sera tolérée sous prétexte que vous voulez être confortable. Non, vos sociétés sont remplies de dérives. Quand tu auras fini avec tous les icebergs de vos dérives là, tu enchaîneras avec ceux du monde sioniste et puis ceux du monde arabe. Si le monde noir t'intéresse, avant de prendre la parole, renseigne-toi. Et la preuve qu'il est important que tu te renseignes, c'est que tu as développé pendant 1 heure un sujet sur l'afrocentrisme, disant que c'est un concept africain, noir, alors que ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas un concept du monde noir, mais du monde occidental qui veut l'attribuer aux noirs. C'est la preuve que tu dois te renseigner, tu manques d'informations, tu manques de savoir et tu manques de compréhension sur le monde qui nous entoure. D'ailleurs, abonne-toi. C'est le travail qu'on fait ici. On apprend un peu plus sur le monde qui nous entoure. Ok? Parce que là, tu prétends dénoncer des dérives noires, alors que ce sont juste des dérives occidentales attribuées aux noirs, toujours par l'Occident. Tu comprends un peu le truc? Tu vois à quel point c'est grave et à quel point tu es perdu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Les commentaires sont là pour en parler. Et on se retrouve donc une prochaine fois. Oh,
Uganda Maba.